cette obligation quand même de répondre fonctionnellement aux problèmes mécaniques de la chaise. Elle ne doit pas s'effondrer quand on s'assoit dessus, etc. Donc à un moment donné, on est un peu limité avec cette approche uniquement de l'éco-conception, faire la même chose avec moins. Et donc, appréhende de nouveaux modèles économiques en se disant, bah, le premier, le plus simple que vous connaissez pour la plupart, c'est la circularité. Donc, intégrer du recyclé, faire du recyclable, de l'agro-sourcé et vérifier qu'on va bien pouvoir traiter les matières organiques en fin de vie. Donc, c'est une première boucle que vous pouvez voir en bas, qui va lier fin de vie et matière première. Le second, la seconde manière d'améliorer tout ça sur les modèles économiques, ça va être d'augmenter la durée de vie du produit. Et donc, c'est là où on va avoir justement bon, les éléments qui sont liés à la réutilisation, au remanufacturing et toutes les stratégies qui peuvent être mises en place, qui pour nous sont des modèles économiques en tant que tels, puis ça remet en cause la manière de fonctionner de l'entreprise. Et le dernier modèle économique, c'est l'intensification d'usage, c'est-à-dire, on va dire, avoir des usages plus partagés de la fonctionnalité qui est portée par le système. Alors, ça peut être l'économie du partage, de l'économie de fonctionnalité, des product as a service. Il y a tout un tas de stratégies qui sont dedans. Donc, on voit déjà que dans la partie modèle économique, transformation des modèles économiques, le remanufacturing peut s'intégrer dans les processus d'éco-conception comme quelque chose de macro, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire une stratégie d'entreprise et l'éco-conception est là comme une méthode pour garantir que la mise en place de ce nouveau modèle, il va être bon, bah, meilleur pour l'environnement que ce qui était fait avant. Et si on peut voir les étapes, qui est la diapo d'après, donc, on a une étape préparatoire, c'est l'analyse du contexte global de l'organisation, et c'est là où on va définir l'ambition, et c'est là où on peut définir l'ambition du modèle économique. C'est-à-dire, dès le départ, se dire, moi, je veux partir sur du remanufacturing. Comme on pourrait se dire, dès le départ, moi, je veux partir sur de la circularité, ou je veux lancer une démarche d'économie de fonctionnalité. Donc ça doit être porté avec une vision stratégique pour choisir le projet, le process sur lequel on va mettre en place. Toutefois, même si on le prévoit pas dès le départ dans un point de vue stratégique, les différentes étapes qu'on a là, on peut le raccrocher. Alors, je vous fais rapidement les étapes. La première, c'est il faut évaluer le système de référence pour savoir d'où on part et identifier les aspects environnementaux significatifs et importants maîtrisables par l'organisation pour qu'elle puisse, sur lesquels elle veut agir. Et la deuxième étape, c'est identifier les lignes directrices d'éco-conception. Donc là, il y a une phase de créativité pour répondre à ces aspects environnementaux. C'est-à-dire que la démarche de remanufacturing, elle peut aussi arriver là dans un second temps. On n'y a pas pensé au départ, mais en cherchant des lignes directrices, se dire, ah bah oui, nous, on veut augmenter la durée de vie de notre système, et donc on pourrait mettre en place une démarche, on va dire, de remanufacturing. Après, le reste des étapes, c'est le déroulement du process, puisqu'on va chercher la solution. Quand on fait la recherche de solutions, on doit vérifier par une analyse comparative que le système reconçu, intégrant par exemple ces stratégies de remanufacturing, est bien meilleur. Ensuite, on va déployer le système auprès des clients. Et s'il y a des modifications notables entre les hypothèses de départ sur la solution initiale et la solution, je veux dire, qu'on a choisie et la solution déployée, parce qu'on a changé de fournisseur, parce que les usages sont un peu différents, etc., on va demander à faire une vérification et mise à jour de l'évaluation environnementale du système. Après, on peut communiquer sur la démarche, et puis ce qu'on demande, c'est une capitalisation pour qu'il y ait une montée en compétences, que l'entreprise puisse cranter sur ces différents éléments. Donc, en résumé, l'éco-conception, finalement, c'est un outil pour moi au service du remanufacturing pour donner une méthodologie cadre qui va garantir que le système nouveau est bien meilleur pour l'environnement que l'ancien. Et je termine juste sur un point pour information. Si vous voulez aller plus loin sur la méthodologie d'éco-conception, la norme, projet de remanufacturing, il y a un webinaire qui est prévu par l'ADEME. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous inscrire pour voir un petit peu comment ça se passe, les modalités de financement. Ce sera en décembre. Et voilà, j'espère que je suis rentré dans le timing. Merci Samuel, tu as mis le lien Voilà, pour ceux qui sont sur intéressés. la conversation. Donc, déjà sur ce lien,
éco-conception et économie circulaire et modèle circulaire comme la remanufacture. Est-ce qu'il y a déjà des, euh, des questions? Il y a Pierre Aidant qui a levé la main. Ouais. Est-ce que Oui, vous bonjour. arrivez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? bonjour. Donc Oui, tout Pierre à Aidance, fait. société Mixten, on travaille dans la manutention agricole, donc on fabrique des équipements mécano-soudés. J'avais une question par rapport à l'ACV aujourd'hui. Pour vous, quel est le référentiel le plus adapté ou le plus complet en termes d'ACV? Est-ce que c'est du WordPlus? Est-ce que c'est de l'indicateur unique? Savoir un peu, de par votre expertise, quelle ACV vous pensez la plus complète ou la plus légitime? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore enfin, à ma connaissance, d'ACV vraiment qui fait consensus. Alors, nous, dans la démarche d'éco-conception, on ne demande pas spécifiquement une ACV, hein. J'ai pas dû le dire, je pense, parce que si je l'ai fait, c'est par erreur. On demande une évaluation environnementale du système de référence. Il peut être qualitatif, semi-quantitatif, quantitatif, ACV simplifié, ACV complète. Donc on est libre. Par contre, il faut que le choix de la méthode il soit adapté à la typologie de produit, au contexte et aux ambitions qu'on veut se donner pour bien mesurer les modifications. Après, sur une ACV, alors, je ne suis pas un expert en ACV, j'aurais pu faire intervenir mon collègue. Nous, on est cadré par une norme, la 14040 et 44, qui décrit le process d'ACV. Donc ça, c'est un process qui est très très générique, hein, très très clairement. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des règles de calcul spécifiques sur des catégories de produits, ce qu'on appelle des PCR, des Product Category Rules, où l'ensemble des, on va dire, on va dire des acteurs de la filière vont se mettre d'accord sur les règles de calcul spécifiques aux ACV sur cette catégorie de produits, ce qui nous permet de mieux cadrer les hypothèses, mieux cadrer la sensibilité de l'étude, avoir une définition claire de quels indicateurs de suivi d'impact il faut choisir. Et là, pour le coup, c'est un peu plus confortable. Alors, c'est plus limité dans le sens, ben voilà, vous avez pas le choix. Mais au moins, vous avez le cadre qui est vraiment spécifique pour votre catégorie de produits. Donc pour moi, il n'y a pas de règle préétablie, c'est-à-dire en fonction de l'ambition de votre projet, vous pouvez aller graduellement sur des outils d'évaluation relativement simplifiés, voire plus complexes. La seule chose en termes d'éco-conception, c'est que vous puissiez garantir à la fin que vous avez bien piloté vos transferts d'impact et que vous avez bien une approche multicritère et sur le cycle de vie. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention. Donc sur vos catégories de produits spécifiques, je ne crois pas qu'il y ait des règles de calcul particulières, mais comme je dis, hein, je l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai fouillé, hein. Non, justement, dans notre filière, on n'a pas de choses qui ont été statuées aujourd'hui. Et donc, justement, il est difficile de comparer, surtout quand on veut faire du partenariat multi-entreprise, d'avoir un indicateur qui puisse être cohérent pour tout l'ensemble des personnes. Surtout, et on en reviendra sans doute tout à l'heure, dans la partie circularité ou sur le remanufacturing, bah, aujourd'hui, nous, on est un peu limité effectivement sur ce calcul d'ACV. Je pense qu'il faut faire très très attention, parce que moi j'ai eu ces discussions, on avait fait j'avais été invité à une grosse réunion dans l'aéronautique, où voilà, il y a des grosses puissances en jeu, on va dire, économiques, et ça se battait sur l'outil, et moi je leur avais dit, mais non, mais le problème de l'outil, il est pas très important, c'est la méthode. Il faut que vous mettiez vraiment d'accord sur la méthodologie à mettre en place. Après, l'outil, quel qu'il soit, s'il répond à la méthode, les différents outils d'ACV, vous arriverez un petit peu près à peu près à la même chose. Parce que sinon, on va se retrouver dans ce que vous dites, à devoir comparer des choux et des carottes. C'est pas correct, je trouve. Tout l'intérêt d'avoir des PCR et des choses qui cadrent. Mais bon, il n'y en a pas pour tous les produits. Après, en tant qu'entreprise, il faut regarder un peu comment vous êtes positionné dans votre chaîne de valeur. Ça ne vous empêche pas, vous, de positionner des règles de calcul et de les ouvrir dans votre chaîne de valeur en disant, moi, mes calculs, je les fais comme ça.
et d'ouvrir un petit groupe de travail, quitte à les modifier, les adapter par rapport au retour des autres partenaires, et de vous les faire pour vous dans un premier temps, ce qui vous permettra éventuellement de cranter dans un second temps sur un niveau national, voire international, ces règles-là, hein. Ah bah, merci beaucoup. Ouais, parce que la plupart des cadres avaient été faits un peu de façon informelle. Avant qu'il n'y ait PEP Éco-Passeport, Schneider faisait ses PEP enfin, de façon Mm, volontaire avec ses propres règles avant que ce soit mm. harmonisé ensemble. Bah, oui, et puis alors, surtout s'il y a des gros acteurs dans la filière, je pense qu'il vaut mieux positionner, enfin moi, non, c'est une proposition en termes de transparence, et proposer une première méthode et de l'ancrer, parce elle fait tout de suite plus vite référence, et ça permet éventuellement de contrecarrer des gros acteurs qui arriveraient après avec des méthodologies qui leur sont peut-être plus favorables, hein. Mhm. Là, on a un petit peu élargi le cercle de la manufacture, du coup, à ces problématiques. Voilà. En tout Euh, cas, si vous avez là. besoin si vous voulez, si vous avez besoin de plus d'informations, je peux mettre en relation avec mon collègue Gonzalo qui est notre référent ACV. Et si vous allez avoir une petite question, comme vous le dites, nous, on est financé par l'EM pour une mission d'intérêt général, donc on peut faire des premiers niveaux de conseil. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je pense que vous avez mon mail dedans, et je vous mettrai en contact pour un petit point un peu plus pointu que la réponse que j'ai pu vous faire là tout de suite. Ça me permet de dire aux participants, si jamais il y a des sujets ou des gens qui interviennent ou nos intervenants et que vous voulez les échanger avec eux, les contacter, vous avez probablement mon mail dans toutes les invitations que vous avez reçues. Donc n'hésitez pas à me contacter et je ferai la mise en relation si l'interlocuteur en face est OK. On peut faire comme ça. Euh, du coup, bah là maintenant, on est dans les temps, on a encore 2 minutes d'avance. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre euh, question sur ces sujets un peu éco-conception ou est-ce qu'on rebascule dans le remanufacture pure et dure avec notre premier regard d'expert? Mais, si vous voulez, je peux du coup vous faire le partage d'écran, comme ça vous voyez la présentation générique qui est ici. Donc là, prochaine intervention, donc c'est le regard d'expert de Rémi Lemoine, donc il est managing director de Gatesy. Donc il a dirigé plus de 300 projets de conseil en économie circulaire, donc dans de nombreuses industries. Il est auteur de plusieurs ouvrages primés sur l'économie circulaire, contribue régulièrement à des publications de renom telles que avec la fondation Ellen MacArthur, Les Échos, Treillis. Donc, il a 20 ans d'expérience dans le conseil en management. Il a travaillé pour des cabinets de conseil internationaux que vous devez connaître, donc PwC, KPMG, avant de fonder Gatesy. Et il était associé au département stratégie de la chaîne d'approvisionnement de Deloitte. Donc, il va vous partager son regard de ses 20 ans d'expérience et surtout pouvoir vous aider sur un go-no-go de savoir quelles sont les entreprises qui font du remanufacturing, quelles sont celles qui sont les plus avancées, pourquoi en France on est peut-être moins avancé là-dessus qu'en UK ou aux États-Unis, et d'avoir les évolutions à prévoir. Merci beaucoup de cette introduction. Donc, en effet, je m'appelle Rémi Lemoine et je vais essayer en 15 minutes de vous présenter, en gros, de répondre à une question qui est si vous êtes travaillé pour une entreprise et vous posez la question du remanufacturing, savoir si pour vous, ça peut être une opportunité intéressante ou non. Donc, Christelle l'a présenté. Donc, mon entreprise, c'est en effet Gatesy. On est spécialisé dans les sujets d'économie circulaire. On travaille principalement pour des grosses entreprises et on les aide à tirer profit d'économie circulaire ou pour réduire leurs coûts, pour développer leur chiffre d'affaires, pour réduire leurs émissions de CO2 ou pour sécuriser leurs approvisionnements dans certains matériaux critiques comme actuellement le cuivre. Et on existe depuis 10 ans, donc c'est un peu plus de 10 ans d'ailleurs maintenant. Donc ça nous a donné le temps de faire un nombre assez important de missions. Alors, qu'est-ce que je vous propose de voir aujourd'hui? Un peu de répondre à 3 questions. La première, c'est, je voudrais faire une rapide définition de finalement qu'est-ce que c'est que le remanufacturing, parce qu'il y a quelquefois
beaucoup de questions pour savoir où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine. Euh, Deuxième question, c'est de comprendre quelles sont les industries qui peuvent profiter du remanufacturing, parce qu'on va le voir, hein, eh bien, euh, il n'y a que certaines industries qui peuvent en profiter. Et troisième et dernière question, c'est finalement quels sont les bénéfices du remanufacturing, pourquoi est-ce que les entreprises y vont ou pas. On va commencer par la première question qui est qu'est-ce que le remanufacturing? Alors, c'est clair que le remanufacturing, c'est pas quelque chose qui est nouveau, même si c'est pas encore très connu, c'est une activité qui existe depuis très très longtemps. Quand on recherche un peu sur l'histoire du remanufacturing, on s'aperçoit que Ford, par exemple, remanufacturait ses moteurs depuis 1930. Renault, en France, ils avaient une usine de remanufacturing de leurs pièces mécaniques qu'ils ont mis en place en 1949. Caterpillar ou Xerox ou d'autres ont une remanufacturing depuis assez longtemps et de façon assez étonnante, le mot remanufacturing pourtant était assez mal défini et il n'y avait même pas de traduction en français d'ailleurs. Et la traduction est apparue il y a uniquement quelques années. Et aujourd'hui, il y a une traduction, on parle souvent de refabrication, et il y a une définition normalisée par l'ISO, sachant qu'il y a beaucoup de gens ont ensuite travaillé sur une définition, mais je vous propose de prendre celle de l'ISO parce qu'elle est, évidemment, elle est partagée. Donc, si je la lis, donc selon l'ISO, la refabrication, le remanufacturing, c'est le processus industriel permettant de remettre un élément dans un état comme neuf, dans une perspective de qualité et de performance. Et dans cette définition, il y a trois termes qui sont importants, qui permettent de comprendre un peu, cadre un peu ce sujet du remanufacturing. Le premier, c'est processus industriel. C'est-à-dire que, en gros, le remanufacturing, c'est de remettre un produit à neuf, et ça ne peut être qualifié de remanufacturing que les... excusez, je suis flou, mais je pense qu'on m'entend toujours. Mettre un produit à neuf suivant un procédé euh, industriel. C'est-à-dire que si vous, dans votre garage, vous mettez à remettre en état bien, un moteur thermique, on n'appellera pas ça du remanufacturing, mais ça sera autre chose. Le deuxième terme important, c'est dans un état comme neuf. C'est-à-dire que le remanufacturing, vraiment ce qu'il veut faire, c'est de remettre en état un produit pour qu'à la fin, il soit identique à un produit neuf. Ce qui est évidemment le plus gros challenge. Et enfin, le troisième terme, c'est performance. C'est-à-dire que l'objectif du manufacturing, c'est que le produit qui est remis à neuf, il va avoir les mêmes performances, des fois des performances supérieures à celles du produit, euh, du produit neuf. Euh, donc voilà, ça c'est la définition. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que l'on fait pour remettre un produit à neuf, hein? Eh bien, il y a différentes étapes que j'ai voulu illustrer sur cette diapositive, et c'est ce qui est en bleu. Donc, dans tout le cycle de vie qu'avait évoqué Samuel tout à l'heure, quand on fait du remanufacturing, on va suivre en général différentes étapes. Euh, on va aller chercher, et c'est le premier sujet, donc on va aller collecter des produits usagés. Donc, par exemple, cette diapositive, vous voyez le moteur d'un avion. Donc, quand on fait du remanufacturing, on va aller collecter les moteurs usagés. On va aller faire, la première étape, ça va être une période de tri, c'est-à-dire qu'on va regarder le moteur usagé et se dire dans quel état il est, est-ce que je peux le remettre à neuf ou non. Et s'il est trop usé, on va peut-être l'envoyer dans d'autres filières de valorisation. Mais s'il est toujours en état pour être remis à neuf, on va le conserver dans le processus de remanufacturing. Après, la seconde étape, c'est qu'on va le démonter. On va, c'est peut-être ce qu'ils font d'ailleurs sur l'image qui est sur l'écran, c'est que on va démonter, dans ce cas-là, le moteur d'avion, quelquefois intégralement, par toutes les pièces, quelquefois partiellement. On va déposer que
certains composants. Et puis après, c'est l'étape suivante, on va remettre en état ou remplacer des composants. C'est-à-dire qu'il y a des pièces d'usure, par exemple, les joints, on va les remplacer par des joints neufs. Et puis d'autres pièces qui ont une valeur beaucoup plus élevée, eh bien, on va les nettoyer, les contrôler et les réutiliser. Et après, on va réassembler, c'est ce qu'ils font, je pense, sur l'image que vous voyez là. On va le remonter et le retester. Et théoriquement, comme on a changé toutes les pièces d'usure et on a remis à neuf chacun des composants élémentaires, eh bien, le produit est comme neuf. Juste un dernier mot sur la définition, parce que on se pose souvent la question, mais finalement, le remanufacturing, c'est quoi? Est-ce que c'est quelle différence avec la réparation ou avec ce qu'on appelle le reconditionnement, où il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans ce domaine-là. Alors, euh, chacun a son point de vue, et si vous regardez des livres ou des travaux de recherche sur le sujet, vous aurez plein de définitions différentes. J'en ai choisi une parce qu'elle est explique peut-être le sujet de façon plus graphique, euh, pour expliquer la différence entre la réparation, le reconditionnement et le remanufacturing. Euh, je suppose que vous prenez un produit neuf, quel qu'il soit, parlons d'un fauteuil par exemple, eh bien, ce fauteuil, il a une durée de vie, qui est assez longue d'ailleurs, je crois, par rapport à la durée d'usage, mais disons que c'est 15 ans par exemple. Eh bien, la réparation, c'est quoi? C'est, eh bien, il y a un moment où mon fauteuil est plus tombé en panne et je vais décider de le réparer. Et quand je répare, je ne vais pas lui prolonger sa durée de vie, mais au moins lui permettre de terminer la durée de vie pour laquelle il a été conçu. Le reconditionnement, il va un peu plus loin, c'est-à-dire que vous allez avoir utilisé votre fauteuil pendant un certain temps, et puis quand vous allez arriver en fin de vie, vous allez pouvoir le reconditionner, qui va être une sorte de remise en état, mais pas une remise à neuf, une remise en meilleures conditions. Et là, vous allez pouvoir le réutiliser, mais comme il ne va pas être comme neuf, il ne va pas pouvoir aller au bout d'une seconde vie. Et le remanufacturing, c'est un peu le procédé idéal où vous allez utiliser votre produit une première fois et arrivé en fin de vie, vous allez le remanufacturer, c'est-à-dire que vous allez le remettre à neuf et théoriquement, vous allez retrouver un produit neuf et vous allez pouvoir le réutiliser une seconde fois avec une même durée de vie et peut-être, si tout se passe bien, le remettre à neuf à nouveau et réutiliser une troisième fois, etc. Donc, dans un modèle un peu idéal, le remanufacturing, c'est vraiment la boucle idéale dans l'économie circulaire, dans le sens où on peut vraiment prolonger la durée de vie des produits le plus longtemps possible. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on va le voir, on n'arrive pas toujours à aller aussi loin. Alors après, la question, c'est finalement quelles sont les industries et quels sont les produits qui peuvent profiter du remanufacturing. Est-ce que le remanufacturing est adapté à tous les types de biens? Alors, la réponse est non. Et alors, il y a, pour savoir si un produit est adapté au remanufacturing ou non, c'est ça prend un peu de temps. Mais on dit que souvent, il faut pouvoir répondre à 3 questions pour faire un premier tri pour savoir si un produit il est adapté pour le remanufacturing ou non. Premier critère, c'est en général, un produit est adapté au remanufacturing s'il est peu soumis aux évolutions technologiques ou réglementaires. Un exemple, un compresseur industriel, par exemple, qui est une technologie qui a très peu évolué depuis 20 ou 30 ans, eh bien, c'est plutôt bien adapté au remanufacturing. À l'inverse, un réfrigérateur dont la performance évolue d'année en année, eh bien, c'est moins adapté au remanufacturing parce que un réfrigérateur neuf va être beaucoup plus performant énergétiquement que un ancien réfrigérateur, même remis à neuf. Donc ça va être le premier critère qui est important. Deuxième critère, c'est
que le produit puisse être facilement démonté et remonté. C'est pour ça que les premiers produits qu'on a commencé à remanufacturer, c'est les moteurs ou ce qu'on voit par exemple à l'écran. C'est que des pièces mécaniques en métal et on peut en général facilement les monter et les démonter. Et enfin, le troisième critère, c'est que la valeur du produit soit élevée, que la valeur résiduelle du produit usagé soit élevée. Pour vous donner un exemple, eh bien, dans les voitures, les alternateurs, eh bien, en général, des voitures sont remanufacturées. Par contre, les moteurs électriques des vitres, eux, qui ont une valeur beaucoup plus faible, eux, le sont beaucoup moins. Et en fonction de ces critères, c'est un peu simpliste, évidemment, il y en a sans doute d'autres, mais ça permet de donner des directions. Et en fait, euh, ces critères ont un peu fait émerger un peu les industries qui étaient adaptées au manufacturing plus que d'autres. Historiquement, les industries qui ont adopté le manufacturing depuis des années, quand je dis des années, c'est plutôt des décennies, c'est plutôt tout ce qui est l'automobile, moteur, boîte de vitesse, alternateur. On a beaucoup été sur les équipements industriels, les vannes, les turbines, les machines-outils, les compresseurs, les équipements de chantier également, tout ce qui est dans l'aéronautique et la défense, les moteurs, les trains d'atterrissage, et les essieux. Et ça, c'était il y a depuis très longtemps. Et puis plus récemment, comme il y a vraiment des bénéfices sur le remanufacturing, on a commencé à étendre le périmètre du remanufacturing à d'autres types d'équipements. Le mobilier de bureau, les appareils électriques, les équipements médicaux, comme les scanners, par exemple, système d'imagerie médicale, et certains équipements informatiques. Mais là, évidemment, c'est un peu plus compliqué, parce que là, d'arriver, les contraintes sont plus fortes. Alors, pour terminer, quels sont les bénéfices du remanufacturing? Donc, si jamais vos produits respectent les critères pour savoir si le produit est remanufacturable ou non, et si la réponse est oui, après la question qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi est-ce que je vais faire du remanufacturing? Alors, il y a pas mal de bénéfices quand le produit est adapté au remanufacturing. Et l'un des premiers bénéfices, c'est que ça fait en général gagner de l'argent. Et j'ai voulu regrouper un extrait du pacte pour une industrie propre qui a été publié par la Commission européenne l'année dernière. Et dans ce pacte, la Commission européenne affirme que le potentiel circulaire du marché européen du remanufacturage, on l'appelle comme ça, devrait passer de 31 milliards d'euros actuels, et actuels c'était en 2024-2023, à 100 milliards d'euros d'ici à 2030. Et ça devrait également créer 500 000 emplois. Et ça, c'est issu d'une étude qui avait été commanditée par la Commission européenne. Donc, on le voit, il y a un potentiel économique. Et en gros, souvent, les entreprises qui adoptent leur manufacturing, elles le font pour plusieurs raisons. Alors, eh bien, c'est toujours pour des raisons, très souvent pour des raisons économiques. La première, c'est que ça permet de réduire les coûts. Alors, encore une fois, ça va dépendre du produit sur lequel vous faites du remanufacturing, mais si vous prenez un produit en fin de vie et vous le démontez, vous nettoyez les pièces et vous le remontez, et bien souvent, le procédé de remanufacturing coûte moins cher que le procédé de fabrication du produit neuf, de l'extraction des matières premières à l'assemblage final. Donc, des coûts qui peuvent être plus faibles. Le deuxième argument qui, lui, est de plus en plus important, c'est d'avoir une meilleure disponibilité des produits. Un moment où le remanufacturing s'est beaucoup développé, c'est pendant la période du Covid, où on a eu une grosse pénurie de composants électroniques et où on s'est aperçu que finalement, de remettre en état des composants électroniques pouvait permettre de résoudre des problèmes de disponibilité. Le troisième bénéfice économique, c'est qu'on peut, dans certains cas, proposer des produits à un prix plus faible.
Alors, les chiffres varient, ça va varier en fait en fonction du type de produit, mais on dit que ça peut être entre 10, 20, 30% de baisse des prix pour certains produits. Et donc, pour les clients qui sont sensibles au prix, c'est un argument qui est important. Des arguments économiques, mais aussi des arguments qui sont sociaux. On le voit, ça crée des emplois, surtout ça crée des emplois locaux. C'est-à-dire que le remanufacturing, on ne le fait que localement. Les modèles qui seraient de renvoyer des déchets dans des pays à bas coût pour les retourner ne fonctionnent pas. Donc, une grande partie des opérations de remanufacturing sont souvent très locales. En fait, des bénéfices environnementaux, quand on a fait des études sur le manufacturing des moteurs, on a vu qu'ils consommaient 90% de matière en moins que les produits neufs, et ça générait 88% de déchets en moins, et aussi, et surtout, ça génère beaucoup moins d'émissions de CO2. Pourquoi? Parce que pour les moteurs, plutôt que d'aller extraire et transformer du minerai de fer en fer pour faire des moteurs, eh bien, on va juste faire une opération de désassemblage-rassemblage final, ce qui fait que ça, c'est très, euh, très intéressant pour réduire les émissions de CO2. Rémi, Et du pour coup, si on veut, conclure, voilà, comme ça, on garde 1 ou 2 minutes pour quelques questions. oui, pour conclure, euh, aujourd'hui, euh, euh, pourquoi est-ce que certaines personnes disent que le remanufacturing peut se développer? C'est qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui vont aider au développement du remanufacturing. Et on pense en particulier à l'intelligence artificielle qui euh, permet de résoudre certaines des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sur prévoir la disponibilité des produits usagés en qualité et en quantité, voire mieux organiser les opérations de remanufacturing, pour mieux optimiser la fixation du prix de vente, ou pour mieux gérer les demandes de garantie sur les produits remanufacturés et qui sont retournés. Merci Rémi. Voilà, Christelle. Donc on va essayer de prendre quelques questions. Il y a déjà dans les commentaires une remarque de Régis Dando qui disait qu'il y avait le GESCOP qui avait développé un outil donc qui permet d'évaluer la remanufacturabilité d'un produit. Il y avait aussi d'autres projets européens qui avaient proposé une checklist là, Reman, quelque chose comme ça. Donc vous avez aussi pas mal de checklists qui permettent de voir à quel endroit, à quel moment vous êtes dans la remanufacturabilité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de Rémi de présentation de la remanufacture? Oui, donc j'ai Joachim et Tessa. Donc on a en numéro 1 Joachim pour les questions, oui. Oui, bonjour. Je me posais la question dans les conditions pour, pour avoir un produit adapté du remanufacturing. Vous n'avez pas trop mentionné l'aspect du volume et de la gestion de la diversité. Enfin, quand on rentre dans un process industriel, souvent c'est une question qui va conditionner, enfin, le fait qu'on arrive à un équilibre économique. Et enfin voilà, quand on est sur la production de produits neufs en grand volume, on arrive à rationaliser les procédés et tout ce qui est contrôle derrière. Enfin, quel regard on peut avoir par rapport à ça quand on approche une stratégie de remanufacturing? Est-ce qu'il y a des typologies de volume, enfin, grande série, moyenne série, petite série, qui sont plus adaptées que les autres pour ça? Alors, vous avez raison, c'est une très bonne question. Alors, les 3 critères que j'ai donnés, c'est assez simple, hein. Donc, effectivement, il y en a, après, il y en a d'autres, ceux-là sont très structurants. Effectivement, pour pouvoir faire du manufacturing, et donc, je rappelle la définition, c'est en effet un processus industriel, il faut que la diversité soit la plus faible possible et que les volumes soient le plus élevés. Euh, Si on prend l'exemple des smartphones, par exemple, euh, pourquoi est-ce que la remise à neuf
des iPhones marchent bien parce que on peut avoir des très gros volumes et on a une faible diversité. Pour les moteurs de voiture, c'est la même chose, faible diversité et fort volume. Donc en effet, si vous avez des petits volumes et une grande diversité, sauf peut-être pour des très gros produits, où là, je travaillais par exemple pour un fabricant de très gros compresseurs, c'est vrai que des petites quantités, par contre, c'est des produits qui ont une très forte valeur. Là, ça s'étudie. Mais en général, en effet, pour les produits dont la valeur est plus faible, vous avez raison, il faut avoir, plus la diversité est faible et plus le volume est important, plus la rentabilité est forte. Il y avait eu une deuxième question, enfin une deuxième main levée, mais qui s'est baissée. Si, t'es ça, je crois. Oui, oui, je l'avais laissé baisser pour permettre à d'autres personnes de parler, mais je lève toujours la main. Donc, juste pour vous dire, donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair, notamment le graphique. C'est la première fois que je voyais ça avec les 3 définitions. Ouais. Donc, moi, je suis Tessa Chevrel, société Aquem. On fait des instruments de mesure dans le domaine de la fiabilité industrielle et de l'environnement. Et en fait, je profite de votre expertise pour vous poser une question parce qu'on démarre à une petite échelle à notre niveau de la circularité, mais j'ai l'impression d'être dans aucune définition. Donc, je veux bien votre éclairage. C'est qu'en fait, on va récupérer des équipements en fin de vie chez nos clients, on va les démonter et on va notamment mettre de côté des pièces hors pièces d'usure qu'on va réintégrer si elles sont en bon état une fois qu'on les a juste nettoyées et vérifiées. Donc, hors pièces d'usure, on veut les réintégrer dans notre stock de neuf et en fait mettre ces pièces de réemploi dans des produits neufs. Et donc, j'ai l'impression d'être, je ne fais pas de réparation, je ne reconditionne pas, je fais juste des tests en fait, et je veux juste moi les réintégrer, notamment parce que sur certaines pièces hors usure, on a vraiment des problématiques de rupture d'approvisionnement sur certains métaux critiques. Donc, pour nous, c'est essentiel de le faire. Mais voilà, si vous pouviez m'apporter votre regard sur finalement, on est ouf parce que c'est pas du remanufacturing, c'est pas du reconditionnement, et je ne sais pas où je suis, mais je fais de la circularité. Oui, et je vous félicite d'ailleurs parce que c'est un très beau, un très beau modèle. Alors, en fait, euh, et c'est un exemple très intéressant. Et si vous voulez, on a travaillé pour des fournisseurs de GRDF qui fabriquaient également des équipements de mesure qui avaient cette même problématique. Et je pourrais, si vous Ok, voulez, vous mettre en relation avec eux. ah bah Alors, en merci. fait, vous rentrez bien dans la définition, sauf que vous ne la faites pas au niveau du produit, mais vous la faites Oui, au niveau des composants. Donc, pour ok, vous, en fait, votre boucle, elle est plus, je comprends, au niveau des composants. Et il oui, me semble, alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vous extrayez vos composants et vous les testez. Peut-être que vous faites des petites modifications de soft, peut-être, ou en tout cas, vous les. Mais si vous les testez, ça vous apportez une première valeur ajoutée sur le composant et c'est peut-être, je veux dire, du reconditionnement par rapport à mon schéma. Euh, mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous, en fait, vous le faites au niveau du composant, mais pas du produit. exactement. Mais vous êtes tout à fait dans dans cette boucle, qui n'est pas rare. Hein, c'est de travailler plus au niveau des composants que des produits. C'est souvent comme ça qu'on va faire le remanufacturing. Si je prends un exemple d'un client pour lequel je travaille, c'est un fabricant de, euh, gros climatiseurs industriels. Euh, Eux, ils font du remanufacturing, mais pas au niveau des clims en elles-mêmes, mais au niveau des composants qu'ils remettent à neuf et qu'ils réinjectent dans les produits. Ce qui est plus rare dans votre cas, c'est que vous le réintégrez dans les produits neufs, alors qu'en général, on va plutôt le réintégrer dans des produits, dans des opérations de SAV ou autre. C'est ça qui est un peu. Je dis pas que ça ne se Alors, fait pas, mais c'est plus Oui, rare. bah, c'est ce qu'on travaille en on ce moment va, avec le service juridique et avec le contrôle de gestion, notamment pour la partie et financière, et comment on intègre ça dans nos CGV pour prévenir les clients de ce qu'on fait, parce qu'on souhaite maintenir les prix. Donc voilà. Mais merci, c'est très précieux comme conseil et je veux bien les mises en relation qui pourraient nous aider. Merci beaucoup. je vous Très laisse bien, ensemble merci. discuter sur le Oui, champ commentaire. Rémi, tu verras, il y a aussi d'autres ah oui, questions et remarques. Donc, je te propose, Rémi, de répondre si tu veux dans le champ commentaire. Comme ça, on peut passer aux présentations qui suivent. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant au retour d'expérience. Donc, on a une premier retour d'expérience qui va être sur Rico. Donc, je vais vous partager moi. Voilà. Donc là, nous allons avoir le premier retour d'expérience donc de Rico par
Xavier Battinger. Donc, on va essayer de tenir un quart d'heure. Donc, cette fois, je vais essayer de bien mettre le timer. Pardon. Donc là, l'intervention de Xavier, donc ça va être réinventer l'industrie, les défis, les leviers, réussite de la transition circulaire par RICO. Donc Xavier Pottinger est directeur du département en charge du développement des activités liées à l'économie circulaire au sein du site industriel de RICO Industrie France. Donc c'est un département qui a pour mission de concevoir des processus, des business models innovants qui concilient la performance économique et la responsabilité environnementale. Donc, il participe activement au déploiement de la vision du groupe RICO en matière d'économie circulaire à l'échelle de la zone MEA, donc c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, ou Afrique. Donc, tu pourras nous dire peut-être quelques mots de RICO, des activités de RICO avant de commencer sur ce regard-là. Est-ce que je peux passer la main? Voilà, merci. C'est plus simple pour moi pour répondre aux gens. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Super. Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci Christelle pour cette invitation, pour partager cette thématique qui nous est très chère, qui m'est très chère à titre personnel, mais très chère aussi pour le site de RICO Industrie France, qui est l'économie circulaire et la remanufacture. Donc, tu l'as expliqué juste à l'instant, hein, donc Xavier Battinger, en charge du développement des activités autour de la circularité. Je travaille sur un site industriel, RICO Industrie France, qui est basé en Alsace. Alsace que je vous invite à visiter, hein, le marché de Noël arrive, donc n'hésitez pas à nous rencontrer sur ces beaux événements. En tout cas, on est installé depuis 1987 près de la ville de Colmar. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer un peu simplement quel est notre groupe, le groupe RICO. Groupe RICO qui est en fait une société japonaise, société nippone, qui a été créée en 1936. À l'époque, il s'appelait Riken Optical et le nom ensuite a évolué pour devenir RICO. RICO qui est fortement connu pour ses appareils de reproduction. On va penser aux photocopieurs, bien évidemment. Mais c'est plus large que ça, puisque l'idée d'un groupe comme le nôtre, c'est de proposer des solutions qui vont permettre aux différents collaborateurs de travailler mieux, tous ensemble, à travers différents outils, différentes modalités, le photocopieur étant un élément central de partage d'informations. C'est simplement pour souligner le fait qu'aujourd'hui, nos solutions vont au-delà de la simple impression. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent dans l'ensemble des continents, avec à peu près 80 000 personnes qui y travaillent pour un chiffre d'affaires qui dépasse, sur le dernier exercice, les 14 milliards, bien sûr. Mais je disais que c'est pour réinventer les espaces de travail d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Et c'est juste pour vous mettre une perspective, mais voilà, j'ai eu l'occasion de visiter différents sites de recherche et je sais qu'ils travaillent sur comment travaillerons-nous demain ensemble avec plus de virtualité, plus de critères autour de la sensorialité, etc., etc. Donc voilà, c'est une entreprise qui se projette sur l'après. Mais aujourd'hui, on est impliqué sur différentes activités qui impliquent du hardware et il y a une vraie volonté du groupe de passer de transiter vers une activité linéaire ou une activité plus circulaire. Et cette ambition, elle s'inscrit depuis longtemps puisqu'on avait déjà en 1994 une date où peut-être la circularité n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, un concept qu'on tentait de développer qui s'appelait le cercle des comètes et qui en fait au fur et à mesure des années a nourri cette ambition de créer plus de circularité. Un concept qui se veut simple, hein, vous avez le point rouge qui est le client, donc on va essayer de maintenir un maximum l'outil, le hardware, donc le copieur pour cet exemple, auprès du client. Mais on va essayer de limiter les entrants, donc la jonction de matières premières. On va essayer de limiter les sortants, le déchet. Et on va créer un différent nombre de boucles, des cercles, qui vont permettre de revaloriser dans une première étape le produit de manière intrinsèque, dans son intégralité. Et ensuite, s'il n'y a pas d'appétence du marché pour ce produit, de voir si les pièces qui la composent pourront attirer d'autres et pourront servir à d'autres usages, etc., etc. Encore une fois, le but étant de limiter l'apport, la jonction de nouvelles matières et la création de déchets. Et le groupe RICO, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans tous les objectifs qui sont les nôtres d'un point de vue environnemental, mais comprenez simplement que RICO Industrie France, au sein de cette grande société, son but c'est de créer des business models qui vont nous permettre de réutiliser et recycler un certain nombre de nos produits, mais pas que, vous allez le voir par après. Et donc pour nous, l'idée c'est d'être un acteur majeur de cette transformation
linéaire to circular de notre groupe. Donc, la contribution de Rico Industrie France, elle se traduit de différentes manières. Alors déjà, un petit focus sur notre usine. Aujourd'hui, on est 700 collaborateurs, donc 300 personnes qui sont directement dédiées à nos activités orientées économie circulaire. Et il faut savoir qu'au départ, on était une société qui produisait des produits neufs. Donc, on a su capitaliser l'ensemble de ces expériences pour les mettre à profit pour nos activités liées à l'économie circulaire. Et ça fait 25 ans qu'on conduit cette ambition. Les premières activités ont commencé dans les fin des années 90, pour être précis en 1996, où à cette époque, on a commencé à réparer des cartes électroniques. Et au fur et à mesure des années, on a commencé à s'étendre. Fin des années 90 par rapport à la réparation, puis la refabrication de consommables de pièces intégrées aux différentes imprimantes. Pardon. Et à partir de 2012, on a enchaîné un grand virage aussi, puisqu'on a créé une nouvelle gamme d'un produit remanufacturé sous l'ombrelle de la gamme Greenline. Donc toujours dans l'univers du photocopieur. À partir de 2018, on a créé différentes solutions qui nous permettaient, par rapport au cercle de Comec, de finaliser la boucle par rapport à la gestion des déchets. Donc on a créé différents programmes qui vont nous permettre de mieux récupérer la matière ou de mieux travailler avec des partenaires qui vont récupérer nos matières, nos déchets. Et toujours dans les années 2020, on a continué notre progression avec, par exemple, l'automatisation de certaines lignes de production, qui est un facteur indispensable pour maintenir notre compétitivité. Et on continue ainsi tout au long de notre parcours en s'ouvrant dans les années 2020 à d'autres produits aussi. Donc aujourd'hui, on est capable de traiter d'autres marques que le produit Rico et d'autres produits que ceux issus de l'univers bureautique, de l'impression bureautique. Je vous passe différents détails, mais cette année, on a le plaisir aussi de lancer une nouvelle gamme. Donc c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Une gamme qui a été nommée Circular Economy, donc on va parler de la gamme CE. Et vous voyez deux photographies ici, hein, on va très loin dans le concept de remanufacturing. On démonte énormément, ce qui nous permet, comme le mentionnait tout à l'heure Monsieur Lemoine, de vraiment proposer un produit qui sera issu d'un processus industriel, qui proposera des compétences et des qualités, des performances, qui seront égales et je dirais même supérieures au produit originel, puisqu'on va mettre les derniers softs, on va appliquer ce qu'on appelle nous des bulletins techniques. Tout au long de la vie du produit, il y a des améliorations qui sont réalisées. Donc voilà, vous allez avoir un produit qui sera même meilleur que le produit tel qu'il était dans sa version originelle. Alors, quelles ont été les motivations pour s'investir autant dans ces activités orientées économie circulaire? J'aime à mettre ce mot en avant, qui était la résilience, en fait, la capacité de s'adapter. Un site industriel en France, on ne va pas se cacher, c'est compliqué. Nos coûts et fort heureusement, hein, on a des conditions de vie qui sont très heureuses par rapport à d'autres pays. On ne va pas pouvoir jouer sur le coût de la main-d'œuvre, par exemple. Donc, il va falloir trouver des facteurs de compétitivité qui seront autres. Il faut savoir qu'un site comme Rico, là, j'ai mis des anciennes photos. Mais fin des années 80, jusqu'à la fin des années 90, par ailleurs, hein, on avait une mission, c'était produire en volume, en proximité du marché, une cadence millimétrée, des takt time très précis, des tâches répétitives. Et l'idée, c'était d'avoir une qualité irréprochable et d'améliorer continuellement nos lignes de production. Et vous envoyez un exemple ici. Alors, c'est un exemple tout début, hein, dans les années 88, avec une ligne qui proposait des fax à l'époque. Mais voilà, vous voyez bien l'image d'une usine qui a compté jusqu'à 1100 personnes à l'époque pour fabriquer des produits neufs. Mais il y avait un grand changement qui s'est opéré au fur et à mesure des années, c'est la libéralisation des échanges et la suppression des barrières douanières qui avait motivé à l'époque une entreprise comme Rico, mais d'autres sociétés asiatiques d'ailleurs dans le bassin alsacien, je pense à Sony par exemple, à s'implanter directement sur le territoire. Et alors cet avantage, qui pouvait être un avantage à l'époque, les barrières douanières étant supprimées, les différentes taxes, etc., ont fait que nos produits, on ne peut plus jouer sur l'aspect compétitivité par rapport à la proximité des marchés, compensé par des niveaux de taxes plus ou moins importants. Donc il a fallu trouver des nouveaux business models qui vont assurer la pérennité de notre site. Et en cela, le développement de ces stratégies autour d'activités circulaires répondait à différents critères importants pour nous, d'un point de vue Rico Industrie France, encore une fois. C'est que c'était des emplois, des activités qui, par essence, normalement ne sont pas délocalisables. Ça présentait un fort potentiel de croissance, déjà à l'époque, et ça se confirme aujourd'hui. La crise du Covid, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, la crise du Covid, pour nous, a été un fort exemple
de l'importance d'avoir une proximité par rapport à nos activités de production. On a pu fournir nos clients dans les temps parce qu'on compensait des ruptures d'approvisionnement en provenance d'Asie grâce à des produits ou des éléments qu'on a pu cannibaliser sur des machines présentes en Europe. Et puis c'est aussi, évidemment, ça s'inscrit en phase avec la stratégie à long terme de notre groupe, parce que pareil, on ne peut pas avancer seul, hein, il faut avancer avec une cohérence par rapport à des objectifs globaux d'un groupe comme le nôtre. Alors je vous dis ça, aujourd'hui on a atteint un certain niveau, mais évidemment on a rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, puisque à l'époque on était, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on produisait de manière linéaire. Donc là vous avez des photos qui sont un peu plus récentes, qui étaient sur notre dernière ligne de production, avec des personnes qui accueillaient des articles neufs, de la matière première neuve, bien emballée, bien propre, avec des collaborateurs qui parfois étaient habillés, je disais, comme à la NASA, avec blouse blanche, etc. Et une chaîne de montage qui était finalement assez facile à mettre en place, en tout cas d'un point de vue industriel, facile à automatiser, facile à optimiser. Et en se dirigeant vers ces nouvelles activités, on a trouvé sur des matières premières que je qualifie donc de secondaires, donc qui a déjà eu un premier cycle de vie et qui est arrivé chez nous dans un état qui était bien moins enviable qu'un produit neuf. Là, vous avez des exemples de machines, par exemple, qui peuvent être extrêmement abîmées, sales, souillées par le tonnerre, etc. Et du coup, ce changement de paradigme a amené différentes difficultés au sein de nos équipes. Alors, il y a une difficulté économique parce que vous mentionniez tout à l'heure que ça permet que c'est généralement moins onéreux. Je ne suis pas toujours d'accord parce qu'en fait, ne serait-ce que le coût d'acquisition de matières premières secondaires peut s'avérer parfois très onéreuse. Au motif qu'il y a un coût de traction, on va faire venir la matière chez nous. Une fois chez nous, on doit trier. Une fois qu'elle est triée, peut-être qu'elle ne peut pas être intégrée à nos différents flux de production. Et aussi, ça va être de la matière qu'on va payer pour rien finalement, qui va juste nous coûter et nous coûtera in fine aussi en coût de déchets. Donc tout ça pour vous dire que la gestion de l'approvisionnement, la gestion des flux de reverse logistique, la gestion des tri, etc., amène des coûts qui n'existent pas lorsque vous approvisionnez, lorsque vous êtes dans une économie linéaire. Donc tout ça, ça surenchérit un coût qui, après, on espère pouvoir gagner, évidemment, sur la réutilisation matière. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas aussi simple. Et ce n'est pas aussi simple d'atteindre un tarif qui va être attractif dans ce cadre-là. Ensuite, il y avait un défi humain. Un défi humain parce que certains de nos collaborateurs, je vous montrais la photo tout à l'heure d'un collaborateur qui était habillé, je disais, comme à la NASA, du jour au lendemain, notre tenue a changé, par exemple, parce qu'on était dans un environnement qui était moins propre, en tout cas au départ, puisqu'on a pu évoluer par après, puisqu'on accueillait des produits parfois souillés par exemple, la poudre tonnerre, hein, qui est une poudre qui est très, très marquante. Aussi, par exemple, on a dû changer nos tenues. On est passé dans une tenue plus sombre, etc. Et certains de nos collaborateurs, ils ont pu mal le vivre. Autant avant, ils traitaient des produits neufs, très propres, dans un environnement clean. Et aujourd'hui, on a dû changer de métier avec des matières qui, peut-être, précédemment, étaient destinées juste à être des déchets. Donc, il a fallu accompagner ce changement. Et enfin, il y a des défis techniques. Je vous parlais tout à l'heure d'une ligne de production neuve qui est linéaire, qui est assez facile à automatiser finalement et à optimiser au fur et à mesure. Optimiser des flux de production d'un produit avec une grande variabilité sur la matière première, par exemple, avec un produit qui aura rencontré des difficultés dans son premier cycle de vie et sous différents aspects, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça veut dire aussi que c'est moins facile d'avoir des coûts compétitifs d'un point de vue production. Donc il a fallu travailler sur ces différents aspects. Ça n'a pas toujours été simple, hein, on ne va pas se cacher. Par contre, on a pu réenclencher une nouvelle dynamique avec nos collaborateurs, vraiment en mettant l'accent sur finalement le bienfait de nos activités. Ce que ça peut apporter en plus d'un point de vue sociétal, en plus du fait que ça nous apporte à titre local, puisque ça assure la pérennité de notre site. Donc on a mené différentes actions. Une des actions, par exemple, ça a été de s'adosser vraiment de manière très forte, très engagée autour des objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Pour ça, on a mis en place, par exemple, un showroom au sein de l'atelier. Donc là, pareil, c'est un changement de paradigme parce que mettre au sein d'un atelier un showroom, ça ne faisait pas partie de notre culture au départ. Mais on voulait vraiment mettre un point d'honneur, à marquer que c'est maintenant au cœur de nos activités, au cœur de nos initiatives. Et donc, c'était un marqueur fort en ce sens. Et ensuite, on a utilisé le cercle des comètes que je vous ai cité tout à l'heure, mais aussi les objectifs de développement durable en mettant à chaque fois en lien
comment nos activités aujourd'hui peuvent contribuer à ces objectifs qui sont parfois macro et difficiles à cerner d'un point de vue individuel. Donc, on a à chaque fois cherché à faire le lien avec nos activités. Et donc, ça renchérit le sentiment d'appartenance de nos équipes au bien fondé, finalement, de ce qu'on faisait, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sociétal. Et vous avez des images de la télé, par exemple, on a décoré par exemple, nos piliers. C'est un sens très fort, hein. Les SDG, les objectifs de développement durable, sont des piliers pour un futur qu'on espère meilleur, et sont aussi les piliers finalement de nos activités au sein de Rico Industrie France. Donc tout ça, on a pu faire évoluer et engager notre personnel sur de nouvelles valeurs en fait. Et on continue à croître, à innover. Je parlais par exemple de l'automatisation de nos lignes. On a développé, et au sein du groupe, on est assez fiers de ça parce que dès 2021, on a été récompensé parce qu'on a pu mettre en place la première ligne de recyclage automatisée dans le groupe. Et après, on a pu proposer notre solution sur d'autres sites. Donc tout ça pour dire que le chemin, il est forcément toujours semé d'embûches, hein, rien n'est simple, mais il y a de belles perspectives devant nous. Alors déjà, Rico Industrie France, je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a atteint une maturité dans notre capacité à traiter nos propres produits. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est s'ouvrir à d'autres technologies, à d'autres sociétés même. Et donc, on est tout à fait à même aujourd'hui de traiter d'autres produits. Donc ça, c'est une perspective qu'on souhaite poursuivre. Et ça répond à deux enjeux. Un des enjeux, de manière très honnête aussi, aujourd'hui, l'impression est en déclin. Donc, il va falloir trouver de nouveaux relais de croissance. Et du coup, cette capacité à proposer nos services de remanufacturing, mais aussi de réparation ou autres, à d'autres sociétés, pourrait être, là encore, une nouvelle étape pour nous, pour assurer la pérennité d'un site comme le nôtre. Et on est persuadé que ça peut aider des sociétés locales et même à l'international, qui sait, puisque voilà, cette expertise-là, elle peut être mise à profit pour bien d'autres sociétés, comme je l'ai dit avant. Et l'autre perspective aussi, j'aime bien le mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grands virages autour de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est et la gestion des big data. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Je vous disais tout à l'heure que c'est pas simple d'avoir des coûts optimisés dans le remanufacturing, dans l'économie circulaire au sens plus large, parce que souvent, la traction des produits fait que la matière première secondaire ne sera pas dans l'état qu'on le souhaite. Et j'y vois des grandes opportunités avec l'analyse prédictive pour pouvoir capter l'information directement chez nos clients, mesurer dans quelle mesure ce produit, dans 1 ou 2 mois, à l'heure où il atteindra notre site de production, de pouvoir anticiper par avance le besoin client, l'état de la machine, nos lignes de production, nos plannings de production, et mixer tous ces éléments de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile et beaucoup plus automatisée pour décider ou pas, alors que l'article est toujours chez nos clients, si il est opportun de leur faire venir sur notre site ou pas. Et je finirai enfin par cette phrase, par ce schéma, toujours en mettant en avant ces 3 P qui pour moi sont essentiels au succès de notre transition et pour moi de la transition circulaire de manière plus large. C'est toujours prendre en compte les différents aspects de la durabilité qui sont pour moi évidemment l'environnement. Et à titre personnel, c'est quelque chose sur lequel je tiens énormément, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas juste venir avec l'aspect environnemental et de bonnes intentions. Ça doit s'inscrire dans une vision long terme. Et une vision long terme inclura forcément aussi nos gens, nos collaborateurs, la société au sens large, mais aussi le profit. J'ai vu trop de situations où on avait peur de ce mot. Et je pense que c'est important toujours de remettre qu'aujourd'hui, les bénéfices d'aujourd'hui vont nous permettre d'investir, de créer encore plus de valeur plus tard. Mais il ne faut surtout pas s'interdire et s'empêcher de se dire qu'on a le souhait de construire une activité qui soit rentable. Quitte au départ, et je vous le dis dans mon propre exemple, à ne pas être parfait. On est d'accord pour ne pas être parfait, on est d'accord pour focaliser peut-être sur juste certains produits et pas tout notre catalogue. On est d'accord pour ne pas faire revenir tous les produits sur notre site parce que ça impacterait l'aspect profit. Ce serait peut-être très bien pour l'environnement, très bien pour le people, pour les gens, mais pas pour cet aspect-là. Donc voilà, toujours se dire que si on veut avancer tous ensemble et de manière efficace, il faut avoir ces 3 dimensions. Et c'est des équilibres fragiles, hein. Donc c'est aussi un combat du quotidien pour nous. Et voilà, tout ça pour dire,
Eh bien, si vous êtes au passage en Alsace, en plus des marchés de Noël en cette période, n'hésitez pas à me solliciter. J'aurai plaisir à vous accueillir et à partager avec vous sur ces éléments de circularité et de remanufacture qui sont, vous l'avez compris, pour moi très importants, mais pour notre société aussi. Oui. On voit beaucoup passer de postes, vous savez, sur Eco et tout. C'est impressionnant d'avoir autant d'expérience de long terme sur la manufacture à un moment donné où c'était pas forcément facile, comme tu l'as dit. Là, c'est plus facilité par le fait que maintenant on a de la connectivité, on a de l'IA, on a même les imprimantes 3D. Donc, on est dans une période où ça permet de rendre possible encore plus qu'avant toutes ces démarches-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je peux vous proposer de les faire dans le champ commentaire. Si tu veux bien, Xavier, regarder s'il y a des questions qui te concernent pour essayer de ne pas squeezer le temps pour la dernière intervention de Pascal André. Je crois qu'il y avait des questions qui n'avaient pas été répondues. J'ai vu une question de Cécile Rosatis par rapport aux emplois. Essayez de faire le tour des questions, voir si on a bien tout répondu, s'il vous plaît. Je vais vous faire une petite présentation. Merci beaucoup, Xavier. Je vous propose de regarder sur les commentaires pour les questions. Donc, je voudrais maintenant présenter, si j'y arrive, parce que j'ai 50 trucs ouverts, la dernière intervention, donc, qui va être de Steelcase, donc, qui est présentée par Pascal André. Donc, je ne sais pas si... Je suis étonnée quand je parle de Steelcase et que je vois que tout le monde ne connaît pas forcément. Parce que pour les gens qui font de l'éco-conception, Steelcase, c'est assez important. Je pense que Samuel du pôle éco-conception sera d'accord avec moi. C'est que à l'époque, moi, j'avais fait éco-conception en 2006, quoi. J'étais sortie de promo et c'est vrai que ça faisait partie des premières entreprises qui avaient mis en place des ACV, de l'éco-conception, communiquer sur des profils environnement. Donc, quand on sort de l'éco-conception, Steelcase, c'est important. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un concepteur fabricant de mobilier. Pour moi, je connais surtout l'activité mobilier de bureau. Tu me reprendras, Pascal André, là-dessus. Donc, il imagine des espaces où ergonomie, responsabilité sociale et sociétale se rencontrent. Donc, pour Pascal André, qui est ici avec nous pour présenter cette expérience, il est donc manager de production depuis plus de 25 ans au siège de Sarrebourg. Et là, c'est un nouveau défi pour Steelcase et pour Pascal André pour travailler sur la remanufacture avec le projet Remade. Donc là, tu vas pouvoir nous parler de ça. Est-ce que je peux te laisser la main pour le partage d'écran ou après je peux aussi le faire? Oui, si tu peux le partager. Oui, pas de problème. Oui, donc merci Christelle. Donc bonjour à tous. Pascal André, donc effectivement, comme tout le monde m'entend, c'est bon? Oui. Ouais. Donc comme disait Christelle, effectivement, je suis basé à Sarrebourg. Donc à Sarrebourg, on est spécialisé dans le siège de bureau. On est rattaché donc effectivement à ce qu'on appelle EMIA et donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et donc, on a 4 usines. On a une usine à Madrid en Espagne, on a une usine à Rosenheim en Allemagne, une usine à Srebro en République tchèque, et donc Sarrebourg, qui est l'usine de fabrication de sièges de bureau. Et donc, par rapport à ça, effectivement, comme disait aussi Christelle, je veux dire, l'environnement, ça fait longtemps que c'est dans les gènes de Steelcase. Et là, on arrive à donc le programme RIMED, qui est, on va dire, une suite logique de tout ce qui a été fait durant les 20 dernières années. Et même si on ne se connaissait pas avec Xavier, effectivement, vous allez retrouver des similitudes parce que le programme RIMED, je veux dire, est complètement différent de la production de produits neufs, puisque jusqu'aujourd'hui, Steelcase fabriquait effectivement du neuf. Et donc, on a démarré ce programme-là en pensant un petit peu en mode start-up à 3 personnes, avec une personne, Gaëtan Rivoilan, qui était, on va dire, la relation marché. Un financier, parce que bien sûr aussi, il faut toujours un financier pour que le projet soit viable, pardon. Et ensuite, moi-même pour la partie organisation. Donc, effectivement, chez Steelcase, on utilise des matériaux responsables depuis des années.
Donc, c'était aussi plus facile pour nous puisque comme on est concepteur, on a la chaîne du début à la fin. Donc, on sait comment les produits sont fabriqués. Et même si le remanufacturing est différent de ce qu'on a pu connaître par le passé, on avait toujours dans la conception le souci de pouvoir séparer les matériaux et donc de pouvoir désassembler un produit. Même pas pour le remanufacturer, mais donc pour le recycler. Et donc, depuis 20 années, effectivement, au niveau recherche et développement, on a toujours ce souci de pouvoir désassembler. Parce que, comme on dit, pour pouvoir réparer, il faut aussi pouvoir désassembler le produit. Et comme je dis toujours aussi, pour arriver à une deuxième vie, il faut pouvoir passer la première vie. Ensuite, notre volonté de réduire l'empreinte carbone, ça c'est inscrit aussi dans notre ADN. Et donc, puisqu'on a comme mission au niveau du groupe, on vise un zéro émission net en 2050. Donc, c'est juste un processus qui continue, quoi. Et puis enfin, effectivement, s'inscrire dans le design de l'économie circulaire, parce que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps. Comme on le disait en préparant ce webinaire, par le passé, on se donnait bonne conscience quand on séparait les matériaux et qu'on les recyclait et qu'on les triait dans les différents bacs de tri. Maintenant, on passe à une étape supérieure, c'est effectivement de leur redonner une deuxième vie. Ensuite, donc, effectivement, on a développé ce programme Remed chez Steelcase, donc avec un premier gros client qui était Capgemini, qui avait donc envie de remettre son mobilier au goût du jour. Et c'est avec Capgemini qu'on a démarré avec 1000 produits. Donc, il faut savoir, c'est qu'effectivement, le Covid a eu aussi un gros impact sur l'entreprise, puisqu'on a eu pour Steelcase un avant et un après Covid qui n'a plus rien à voir du tout. Puisqu'après Covid, on a eu effectivement le télétravail, plein de choses qui ont changé le monde. Et donc, il a fallu nous réadapter. Et c'est vrai que le télétravail a quand même été quelque chose comment je veux dire, d'impactant pour nous, puisque pour ceux qui connaissent pas Steelcase, on est quand même dans le milieu, dans le haut de gamme. Et le premier réflexe quand les gens ont besoin d'un siège pour la maison, c'est plus Ikea, But, Conforama que Steelcase. Donc pour nous, il fallait nous réinventer et nous adapter à une nouvelle demande. Donc, si tu peux passer la slide d'après, Christelle. Voilà, donc, ouais, juste avant. Effectivement, pour nous, c'était important aussi que le programme Remed s'inscrive dans une volonté et apporte un avantage à nos clients. Et donc, par rapport à ça, on voulait rester aussi dans une possibilité d'offrir un choix multiple aux clients. Et là, on le voit en l'occurrence, par exemple, la photo que vous avez des sièges Capgemini qui sont arrivés à l'usine de Sarrebourg. Capgemini avait modifié sa charte entre-temps et donc voulait des couleurs différentes. Et donc, pour nous, ça a été hyper important, c'est que on voulait et on offre aujourd'hui la possibilité aux clients qui nous font confiance et qui nous donnent leur siège pour une deuxième vie, de pouvoir les réajuster au goût du jour. C'est-à-dire que on va changer tout ce qui est ce que nous on va appeler pièces de plus de vie. Donc le revêtement, les roulettes, ce genre de choses. Et donc le client va pouvoir choisir. Le siège mauve, il va dire bah, moi je le veux en rouge ou je le veux en vert. Et donc on va lui offrir cette possibilité-là. Alors pas un choix multiple comme sur du neuf, mais sur la moitié des options, puisque ces pièces-là vont être mises au goût du jour. Et donc pour nous, ça nous coûte entre guillemets rien de les ajuster par rapport à la demande du client. Vas-y, tu peux passer à la slide d'après. Donc, effectivement, ce qu'on voulait, c'est utiliser aussi notre ligne de production, parce que ça, c'est aussi important. Donc, aujourd'hui, chez Steelcase, ce qu'on fait, on va désassembler les produits quand les produits arrivent. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Et ensuite, ils vont être réassemblés sur la ligne de production qui fait du neuf. Pourquoi on a voulu réutiliser cette ligne de production? C'est simplement parce que, effectivement, on avait de la capacité.
Et deux, on voulait pouvoir garder nos conditions ergonomie, nos contrôles qualité, tous nos pokayoke pour le remanufacturing de la même manière que pour le neuf. Parce que comme je disais, comme on va offrir aux clients la possibilité de changer par exemple le type de roulette, différentes choses, il faut qu'on puisse rechecker en même temps la refabrication et non pas toujours avoir un plan B. Mais là, on utilise vraiment la ligne de production. Donc, c'est aussi une image que je vous donne. On va dire la ligne de production va travailler de la même manière avec du remanufacturing que pour du neuf. À la seule différence, c'est que pour certains composants, l'alimentation va se faire avec des pièces qui auront été désassemblées, nettoyées, désinfectées, au lieu de pièces neuves. Mais pour la ligne, ce sera exactement la même chose. Et ça nous permet de garder effectivement cette efficacité industrielle, comme l'évoquait avant Xavier, pour rester compétitif, parce que notre objectif, c'était aussi de situer entre 70 et 80% maximum du prix du neuf. Parce que bien sûr, si vous commencez à faire du remanufacturing au prix du neuf, ben, le client va dire, moi, je préfère du neuf, et même si je veux me donner bonne conscience avec l'environnement, c'est pas pour ça forcément que je vais acheter vos produits. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose d'hyper important, et on y est arrivé aujourd'hui. Donc tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc après, ce qui était important aussi, c'est que pour que les clients nous fassent confiance, c'est qu'ils y retrouvent aussi des avantages. Donc, par contre, ça les aide aussi à atteindre leurs objectifs d'environnement, de développement durable. Ça permet aussi toujours de garder une longueur d'avance par rapport à la conformité. Pour certains, je pense que vous connaissez un petit peu la loi AGEC qui est en train de se mettre en place. Et donc, l'idée de Steelcase, c'est de se dire, je suis toujours comment je veux dire, j'ai toujours un cran d'avance par rapport à la réglementation. Et quand la réglementation arrive, eh ben, je suis prêt et je suis pas obligé de complètement me désorganiser. D'optimiser les ressources, donc ça, ben, c'est pour toutes les entreprises. De prolonger la garantie, alors ça, c'était aussi quelque chose d'important et comment je veux dire, sur lequel on a œuvré. Et donc maintenant, on offre 5 ans de garantie à un produit qui est remanufacturé, quoi. Faut savoir qu'on a dans certains cas des produits où certains composants sont garantis à vie, mais pour un remanufacturing, vous repartez avec une durée de vie de 5 ans. Ça permet aussi de rafraîchir le design, ben, comme on le disait, de se remettre au goût du jour. Ça permet aussi de se remettre en conformité avec certaines réglementations. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple, il y a des normes qui vont changer par rapport à des hauteurs d'assises, ce genre de choses. Et comme on va changer la pièce de liaison, en même temps, ben, votre ancien produit redevient conforme à la norme qui est en vigueur au moment où vous le changez. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et puis de restaurer ben, le confort et le bien-être physique, puisque on va changer le revêtement, on va changer la mousse, et ça permet aussi de redonner un coup de jeune à vos, comment je veux dire, à votre espace tertiaire. Et pour reprendre l'exemple de Capgemini, donc effectivement après le Covid, avait développé ben, énormément de télétravail. Et on va dire que l'environnement de travail redevienne un petit peu plus agréable. Ça permet aussi de faire revenir les gens un peu plus facilement au bureau. Et donc, ça s'inscrit dans un package un peu plus général. Donc, au niveau de l'offre, on a choisi des gammes de produits. Hein. On ne peut pas le faire sur tout aussi, comme l'expliquait Xavier, parce qu'effectivement, donc, on a choisi des best-sellers. De produits qui correspond aujourd'hui à peu près à 50% de la gamme des produits Steelcase. Certains produits récents, alors là c'était un choix stratégique de ne pas les mettre aujourd'hui dans le programme remanufacturing parce qu'on estime qu'il faut aussi qu'ils aient une certaine période de vie pour dire je redémarre une deuxième vie. Ça faisait pas de sens pour Steelcase de dire on va redonner une deuxième vie à un produit qui a 5 ans d'âge dans un premier temps. Donc, on a choisi ces gammes-là. Donc, s'il y en a qui connaissent, Reply, Sync, Let's Be Please, Kiwi, Eastside. Et donc, pour ces gammes-là, on offre la possibilité aux clients. Donc, on remplace effectivement donc, tout ce qui est assise, tout ce qui est patin roulette qui a une usure, le vérin pneumatique, donc qui est le vérin hein, qui permet de faire monter et descendre le siège, de façon à repartir effectivement pour une garantie de 5 ans.
Les manchettes, donc, qui sont la partie sur laquelle vous allez poser vos mains, non pas la structure accotoir, parce que ça aussi, c'était quelque chose d'important. On conserve aujourd'hui aux environs de 80% de matières premières, hein. Donc, on va garder tout ce qui consomme énormément de matières premières, à savoir donc le piétement, tout le corps accotoir, le cadre dossier, toute la partie mécanisme. Et donc, pour l'accotoir, on va changer uniquement la manchette, qui est une petite pièce qui est rapportée sur le haut de votre accotoir. Les tissus, les mousses, bien sûr, hein, la mousse ayant vieilli, s'affaisse un petit peu. Donc, on va en profiter pour remplacer les mousses. Et donc, par rapport à tout ce qu'on remplace, effectivement, le client va pouvoir renseigner sa commande et faire le choix qu'il aurait pour du neuf, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Et c'est ce que nos clients demandent aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement s'adapter et pouvoir avoir la possibilité de changer. Donc, comment ça se passe au niveau de l'usine et de la partie, on va dire, fabrication? Donc, c'est un programme qui se fait en gros sur 2 semaines. On va récupérer les sièges chez notre client. Ils arrivent donc à l'usine. Il y a une première évaluation pour voir l'état des produits. La deuxième étape consiste au démontage. Là aussi, comme le disait Xavier, ça a été quelque chose qu'on avait, on va dire, entre guillemets, un peu sous-estimé, parce que c'est un vrai métier de démonter. Parce qu'on savait démonter, mais démonter pour recycler, mais démonter pour remanufacturer, c'est complètement différent, quoi. Rien que, comme il le disait aussi, un peu le côté, on va dire, sale de la tâche, on n'était pas habitué à ça, donc il a fallu accompagner les gens, leur expliquer le pourquoi du comment, puisque chez Steelcase, on avait pour habitude que de fabriquer du neuf. Donc là, on va tout démonter. Effectivement, on va nettoyer, désinfecter les pièces en utilisant de la vapeur sèche, différents produits. Et donc ensuite, à ça, les pièces vont repartir en fabrication. Donc les pièces qui sont entre guillemets recyclées, donc hein, le revêtement, la mousse, là sont séparées et partent par la filière traditionnelle. Et les autres composants vont intégrer la ligne de fabrication. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive au réassemblage du produit sur la ligne de production et où là, le process va être exactement le même que pour du neuf. À seule exception que certains composants, ce ne sera pas des composants neufs qui vont venir d'un fournisseur, mais ça va être les composants qu'on a récupérés et qu'on a nettoyés et préparés sur la ligne. Ensuite, le produit est réemballé dans un package éco-conçu, donc optimisé et repart par notre concessionnaire et est relivré chez le client. Et donc, chez le client, le produit est relivré exactement de la même manière qu'un produit neuf. Donc ça, Ok. c'est la première boucle qu'on a faite aujourd'hui. Là, maintenant, on est en train de développer une deuxième boucle, puisque là, on prend les produits d'un client, on lui remanufacture et on lui relivre. Et là, on développe la deuxième boucle, qui est de prendre des produits d'un client, les remanufacturer, peut-être lui en livrer que 60%, parce qu'il va dire, moi, je vous donne 100 sièges et j'en ai plus besoin que de 60. Donc, vous m'en livrez 60 et les autres 40, vous les gardez. Et donc ça, ces autres 40, on va les remettre dans la boucle, dans un autre marché, pour un autre client qui pourra aussi choisir sa teinte de revêtement, ces différentes choses, en fonction du besoin. Donc voilà de façon assez, on va dire, rapide et grossière comment on travaille le remanufacturing chez Steelcase. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qui s'inscrit pardon, dans la suite logique de ce que fait Steelcase depuis maintenant plus de 20 ans. La difficulté toujours pour ce genre de choses, comme on le discutait aussi tout à l'heure, c'est d'être toujours en phase avec le marché et ce qu'a besoin le client et d'être au bon endroit au bon moment. Parce qu'on le sait que dans l'industrie, hein, si on n'est pas au bon endroit au bon moment, si on arrive trop tôt, ça va pas. Et si on arrive trop tard, ça va pas non plus, quoi. Donc, effectivement, c'est un point important pour nous, quoi. Alors aujourd'hui, on ne reprend que les produits Steelcase, hein, puisqu'on a l'accès aux pièces détachées. Mais il y a aussi une réflexion parce que souvent, les clients qui ont plusieurs fabricants de sièges disent moi, je ne veux pas redonner les sièges Steelcase à Steelcase, les autres à un autre, de voir comment on peut peut-être demain reprendre le parc complet et réhabiliter le parc de produits. Mais ça, ce sera encore une étape, on va dire, d'après.
On est dans les temps? Merci beaucoup. On a dépassé, Ah, on a désolé. réussi à dépasser de 5 minutes. Non, mais c'est pas vous parce qu'on avait déjà quelques minutes de retard. Donc, c'est nous qui avions squeezé sur votre temps. Pas de Donc, souci. il y a juste quelques personnes qui ont dû partir. Je pense qu'il y avait des obligations à 11 heures, mais il nous reste encore 28 participants. Donc, je ne sais pas si vous avez encore 2 minutes, si Ouais. vous avez envie de Oui, poser oui, des pas de questions souci. sur Steelcase. Il y a une première. Ah ben, Rémi. Rémi Lemoine, si tu as une question pour Steelcase. Oui, merci beaucoup à Pascal, c'est très intéressant. Ma question, c'était euh, qu'est-ce qui motive les clients de Steelcase à acheter des sièges remanufacturés versus des neufs? Alors, pour être complètement transparent avec vous, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui sont, on va dire, picousés à l'environnement et qui, pour eux, c'est important de ne pas jeter et de pouvoir, je veux dire, participer à l'économie circulaire. Ça existe. C'est pas tous les clients, hein, parce que bien sûr, pour d'autres clients, et là je rejoins un peu Xavier, c'est une volonté économique. Par exemple, sans donner de chiffres et trahir, on va dire Capgemini avait un budget pour refaire, on va dire, leur espace de travail, mais ce budget ne correspondait pas au changement de siège neuf, quoi. Donc, il fallait nous adapter. Et ce programme-là a permis de donner satisfaction à tout le monde et de pouvoir, comment je veux dire, relooker leur intérieur de la même manière qu'ils l'auraient fait avec des sièges neufs. Alors, je sais pas si la proportion, elle est de 50-50, mais on va dire il y a ces deux types de clients, quoi. Parce que c'est, et là où je rejoins Xavier à 200%, c'est vrai que on peut parler d'environnement, on peut parler d'économie circulaire, on peut parler de plein de choses, mais à un moment donné, dans le monde industriel, quand on commence à mettre les chiffres sur la table, on a vite fait d'oublier certains critères et certaines choses, quoi. Et pour nous, industriels, c'est une des raisons pour laquelle on voulait conserver la ligne de production, parce qu'effectivement, la ligne de production, on va dire neuf, est toujours optimisée, est toujours beaucoup plus performante qu'une ligne que vous allez développer pour répondre à certaines choses, quoi. Merci beaucoup. De rien. Il y a une question de Cécile dans le chat. Ah, Cécile Rosati. C'est où ça? Ah oui, Cécile Pascal, d'un point de vue logistique inversé, comment gérez-vous la reprise des fauteuils? Est-ce qu'il y a un volume minimum? Alors oui, justement, effectivement, ça a été aussi une grande discussion parce que là aussi, il faut que ça s'inscrive dans une boucle complète. Et aujourd'hui, on est parti sur un camion complet qui correspond à 100 produits pour justement être en phase parce que ça fait pas de sens de prendre deux sièges, de faire venir un camion avec 10 sièges de Bordeaux pour les rapatrier à Sarrebourg et pour les ramener à Bordeaux pour la suite, quoi. Donc aujourd'hui, on est parti sur des camions complets. Et ce qui correspond environ, suivant le type de produit, entre 80 et 100 produits. Donc, est-ce que les clients peuvent mentionner les achats d'équipements remanufacturés dans les plans de prévention en éco-conception Alors de ça, je ne saurais, Stéphane? ouais, ça, je saurais pas vous répondre. Ça, je sais pas. Ah, ben Régis, merci. C'est vrai que Régis est très proche du pôle éco-conception, donc connaît bien le sujet. Donc, Régis répond dans le plan de transition de l'entreprise, oui. Autre question? En tout cas, je vous remercie à tous pour ces échanges et ces contributions. On essaiera de faire un prochain webinaire plus sur la partie business model de comment les nouveaux NME, les nouveaux modèles économiques comme le FC, peuvent contribuer à faciliter ces sujets de remanufacturing, quoi. Merci Ouais, beaucoup, Rémi Lemoine, Xavier, Pascal et Samuel qui nous a déjà quittés. Merci pour votre participation et merci à à très vous. bientôt à certains. Au revoir. Couvrez-vous, Bye il fait bye. froid.